les conférenciers sont là et nous attendons d'eux qu'ils relatent la véracité des faits. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis 2011? Quels sont les actes qui ont été posés par le président Ouattara? Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour améliorer le sort des populations? Qu'en est-il de la situation réelle de la Côte d'Ivoire? Nous attendons ceux qui, pendant 4 ans, ont passé leur temps à brocarder et à intoxiquer les Ivoiriens, à nous rejoindre pour que le public national et international se rende compte de ce qui est la vérité. Et la vérité, c'est que le président Ouattara a abattu un travail gigantesque. Les preuves sont là. Et nous sommes aujourd'hui ici, dans cette salle, le 25 juillet, pour démontrer à la face du monde que M. Ouattara est la chance de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de défis qui ont été relevés, défis relatifs à la sécurité, à la réconciliation et à la reconstruction. Je pense que le défi le plus important actuellement, c'est comment faire pour que le maximum d'Ivoiriens puissent bénéficier des effets de la croissance, puissent bénéficier des effets du bien-être que le président Ouattara est en train d'appliquer en Côte d'Ivoire, et surtout comment les Ivoiriens, à l'unisson, dans la convergence, peuvent aller ensemble pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Tout à fait. Et nous souhaiterons que ce soit un débat interactif, un débat pluriel. J'avais indiqué en son temps que j'ai envoyé une invitation au président Afin-Guessan, au professeur Mamadou Koulibaly et au président Naki Kobena. J'espère qu'ils seront là. S'ils ne sont pas là, j'espère qu'ils se feront représenter, puisqu'ils sont de l'opposition, pour que nous puissions échanger sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire et comment, ensemble, nous pouvons faire le minimum, le consensus minimum qui est le développement de la Côte d'Ivoire. Oui, on a beaucoup avancé. J'ai été un peu préoccupé par l'organisation de cette conférence, mais dès qu'elle finit, je prendrai contact avec elle et je reviendrai à Paris pour l'élaboration et l'étude des projets, et probablement nous signerons un partenariat gagnant-gagnant entre le collectif des femmes de la diaspora et la convergence. L'apothéose était le 5e intervenant en la personne du ministre d'État, M. Niamien Ngoran, inspecteur général de l'État, sur la thématique bonne gouvernance, état des lieux en Côte d'Ivoire. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, il vous appartient maintenant de faire la conclusion au cours de cette conférence de presse avec M. Ali Touré, qui est le fondateur et le porte-parole de Convergence 2020, organisateur, institut organisateur de cette conférence internationale. Vous avez la parole. Nous en avons pour 30 minutes à partir de maintenant. Merci. Une organisation, une plateforme, vous dites, de concertation et de discussion de tous les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, avec cette conférence que vous avez organisée sous la gouvernance du président Alassane Ouattara, cela ressemble à un début de campagne. Est-ce qu'aujourd'hui, Convergence 2020 ne se met pas à la disposition de la campagne du candidat Alassane Ouattara pour les prochaines présidentielles en Côte d'Ivoire? J'ai compris l'objectif que vous êtes de quel organe? Voilà, le Christelle Carrois d'Event News TV. Donc, concernant l'émergence que vous avez affiché comme un objectif pour la Côte d'Ivoire, donc qui dit pays émergent dit entrer dans les BRICS. Mais d'après ce qui a été dit lors des présentations, c'est indépendamment des critères socio-économiques nécessaires pour répondre aux critères des BRICS. Donc est-ce que c'est bien ça, et dans ce cas, est-ce que c'est plutôt un objectif politique que socio-économique? Je vous remercie pour la patience. J'ai devant moi 3 questions. La Convergence 2020 n'est pas un mouvement de campagne. Ce n'est pas un parti politique. C'est une plateforme qui a pour objectif de permettre aux Ivoiriens de se parler pour éviter les problèmes que nous avons connus en 2010 et avant 2010. Je suis moi-même un collaborateur du président de la République. Je décline mon identité. Je suis secrétaire national du RDR. Je n'ai pas besoin de la Convergence pour faire campagne pour M. Ouattara. Tout le monde sait que je ferai campagne pour M. Ouattara. Mes collaborateurs qui sont avec moi assis dans cette salle, que ce soit M. Simplus Songui ou M. Guégué Augustin, sont des pro-Gbagbo non négociables qui feront campagne pour leur candidat. Moi, je ferai campagne pour le mien.
Donc moi, je n'ai pas besoin de la convergence pour faire campagne pour Ouattara. Je suis pro Ouattara, je ferai campagne pour le président Ouattara. Moi venu, la convergence est toute autre chose. Je voulais que ce soit clair, je l'ai dit plusieurs fois. Ce n'est pas un mouvement de soutien, ce n'est pas une plateforme pour M. Ouattara, c'est une plateforme pour les Ivoiriens, pour qu'on se parle, pour qu'on évite de se regarder en chien de faïence. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, j'ai invité en effet le président du FPI, le président Pascal Afin-Guessan, le professeur Mamadou Koulibaly, président du Leader, et le président Anaki Kobena. Les trois ont reçu mon invitation, ils ne m'ont pas contacté, ils ne m'ont pas répondu, et je n'ai vu personne les représenter. Ça, c'est pour les gens du FPI. J'ai vu une ou deux personnes du FPI dans la salle, je ne les vois plus, mais il y avait des gens du FPI dans la salle. Donc ça, c'est pour la question de Vox Africa. Maintenant, l'émergence. M. Diaby... Il y a un téléphone là qui parasite. C'est pas ça. Non, pas le téléphone. M. Diaby, l'ancien DG du plan et de la lutte contre la pauvreté, a indiqué... il y a M. Soumaré qui avait dit qu'il pense que l'émergence est possible en 2025. M. Diaby a indiqué qu'en fonction du plan de développement national 2012-2015 et celui de 2016-2020, que l'émergence n'était pas une vue de l'esprit, mais qu'il était convaincu qu'on pouvait être émergent en 2020 à condition que tous les Ivoiriens se donnent la main et que la notion d'émergence fasse l'objet d'un vaste consensus national. Voilà pour Mme de 20 News TV. Oui. Oui, M. Ali Touré, nous avons bien compris vos différentes réponses, mais véritablement aujourd'hui, les conférences ou du moins ces interventions auxquelles on a assisté étaient tout simplement à la gloire du président Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas nous dire qu'en ce début de campagne, ou du moins à la veille des élections présidentielles, vous n'avez pas offert une tribune pour la campagne d'Alassane Ouattara. Les journalistes ivoiriens de France, vous êtes un pro-babo que moi j'ai identifié, je vous l'ai dit. Donc, vous savez ce que vos amis font depuis 4 ans. Depuis 4 ans, les pro-babos sont sur la toile, en train de déformer, de diffamer, de brocader M. Ouattara. Nous avons estimé qu'il était temps qu'on ne laisse plus les pro-babos jouer seuls sur le terrain. Nous avons voulu une confrontation bilan contre bilan. On a évité de faire le bilan de Gbagbo pour ne pas que ce soit des polémiques. Mais ça sera fait en temps voulu, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, là, il s'agissait de dire... Voilà nos frères d'en face qui disent que Ouattara n'a rien fait depuis qu'il est venu, il fait que du rattrapage, la justice des vainqueurs, Ouattara a des problèmes d'éligibilité. On a dit, bon, aujourd'hui, ça fait 4 ans que les pro-babos parlent sur la scène. Nous avons venu leur dire oui, voilà ce qu'ils ont dit, mais voilà ce que nous pensons. Pour que ceux qui regardent la Côte d'Ivoire sachent entre vous et nous qui a raison. À 3 mois des élections, vous ne pensez pas que cela n'est pas anodin? Ça peut être une coïncidence, mais une coïncidence heureuse. C'est une coïncidence. Oui. Vous parlez du bilan du président Ouattara à 3 mois des élections. Parce que quoi qu'on dise, bon, je ne vais pas dans le sens de Jean-Paul Leroux, mais toutes les interventions aujourd'hui vont dans le sens de parler des prochaines présidentielles. Donc, moi, je voulais savoir s'il y aura d'autres rencontres, même genre rencontres internationales, tant en Europe qu'en Afrique. Au niveau de la convergence, nous avons un programme d'action. Effectivement, nous allons après faire une réunion technique avec les membres de la convergence. Et vous voyez, c'est ça un peu le problème avec nous. En 2014 ici, j'ai organisé une rencontre avec les pro-Gbagbo ici à Paris. Il y avait Abel Naki, CRI pour l'Africain, et il y avait Zap Krasso du COGEP. Nous avons échangé fraternellement. Je leur ai dit 2 choses. J'ai demandé aux pro-Gbagbo de prendre la convergence en France. Ils se sont débinés, comme d'habitude. Je suis allé plus loin. Je leur ai dit, bon, il y a encore Willy Blanc, il y a le docteur Koudou Claude, il y a Flora l'Ivoirienne, il y a Priska Digbe. Enfin, vous voyez, il n'y a qu'une floraison de pro-Gbagbo, cyber-militants activistes ici à Paris que moi je connais. Je leur ai dit à Abel Naki, faites-moi venir tous les pro-Gbagbo pour qu'on se parle. Ils ne sont toujours pas venus. Donc je vais organiser encore une autre rencontre pour les appeler et nous allons continuer. Encore, mais j'ai dit au pro-Gbagbo de ne pas... Et c'est parce que, justement, la préoccupation de M. Jean-Paul Leroux, ils ont pensé que c'était un attrape-nigo de Ouattara pour les attraper. Moi, je n'ai pas besoin de la convergence. Je n'ai jamais demandé à un pro-Gbagbo de voter pour Ouattara, parce que je connais votre état d'esprit. Je n'ai jamais posé cette question à un pro-Gbagbo. J'ai dit qu'il faut qu'on se parle, pour éviter ce qui s'est passé. Je ne souhaiterais pas que nous fassions de la politique comme nos aînés. Il faut qu'on se parle. Mais chacun reste sous ses positions. Tous les amis pro-Gbagbo avec qui je parle tous les jours, je leur dis, restez dans votre camp. Il y a des pro-Gbagbo qui m'ont appelé hier, qui m'ont dit que Gbagbo est président, ils s'en vont faire le 7 août à La Haye. Il a dit bon voyage. En tout cas, moi, le 7 août, je vais le faire à Abidjan. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai vraiment pas de problème avec ça. On va continuer les séances d'explication, on va prendre les plateaux
Mais il faut que les Ivoiriens se parlent parce que ça, on va nulle part. En 95, boycott actif, mort. 2000, entre Gueye et Gbagbo, palabre. 2005, palabre. On n'a pas pu faire les élections. 2010, c'est Gbagbo et Ouattara. Mais on va continuer ça en temps. Moi, j'ai dit que ça suffit. Ça suffit. Les Ivoiriens sont fatigués de la classe politique ivoirienne. Et moi, je l'ai dit et j'assume. On est fatigués de la classe politique ivoirienne. Il faut qu'on passe à autre chose. C'est tout. Ouais. C'est bon, News TV. En fait, je veux savoir si M. Ali et Touré a créé la convergence 2020 contre les pro-Gbagbo, comme il vient de le dire. Parce que depuis qu'il a commencé, c'est pro-Gbagbo, pro-Gbagbo, pro-Gbagbo. Je ne sais pas s'il a créé ça contre les pro-Gbagbo. Ça, c'est de 1. Et de 2, pour revenir sur le bilan du président Ouattara, en fait, quand il était candidat, il a fait des promesses de campagne. Là où il a parlé des universités qu'il devait créer, et pas mal de choses. Il a dit 5 universités en 5 ans. 1000 emplois chaque année, je crois. 1 million d'emplois par an. Est-ce qu'il a atteint cet objectif-là? Vous avez posé une question à 2 volets. La convergence, ce n'est pas une structure contre les pro-Gbagbo. C'est une structure pour fédérer les Ivoiriens, y compris les pro-Gbagbo. Donc il faut que je rectifie. Deuxièmement, M. Ouattara n'a jamais dit qu'il va créer 1 million d'emplois par an. Il a dit je crée 200 000 emplois par an, sur 5 ans, ça fait 1 million. Aujourd'hui, je peux vous dire que M. Ouattara a créé 1 300 000 emplois, dans le formel comme dans l'informel. Et c'est vérifiable, c'est traçable. Et le plus grand nombre d'emplois, c'est le ministère de l'Agriculture, grand pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas une structure contre les pro-Gbagbo, mais c'est une structure pour rassembler les Ivoiriens, y compris les pro-Gbagbo. Monsieur Ali, oui. Malheureusement, durant cette conférence, il y avait un pro-Gbagbo qui était là, Kone Ladio Sankara, qui a pesté comme il fallait. Il n'a pas eu droit à la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit que M. Sankara était un pro-AFI. Je ne sais pas qu'il est très pro-Gbagbo. Je voulais faire la rectification parce que chez vous, il y a plusieurs têtes. Voilà. On m'a dit que M. Sankara était un pro-AFI. Je ne sais pas si c'est un pro-Gbagbo. Ça, c'est une première rectification. De 2, vous savez, je n'ai pas géré les problèmes d'intendance, mais j'avais souhaité qu'un pro-Gbagbo pose la question. Alors, si vous voulez mon avis, j'avais souhaité qu'un pro-Gbagbo m'amène la contradiction sur ce que ceux qui sont sur la table ont dit. Parce qu'ici, on était sur des faits. Mais vraiment, j'avais souhaité qu'un pro-Gbagbo parle, mais malheureusement, je n'ai pas suivi, c'est pas moi qui ai géré tout ça, vraiment, je suis désolé. Monsieur Ali, je voulais d'abord vous remercier pour votre conférence, mais il y a quelque chose qui me gêne. Oui. Vous avez parlé de convergence. Moi, je voulais savoir qui est-ce qui finance cette conférence. Et comme vous dites que ce n'est pas dans le but de faire la campagne du président Ouattara, ce qu'on a cru comprendre. Je voulais aussi savoir, depuis que la convergence de 2020 a été créée, quelle a été des actions réelles. Ils financent convergence. Je n'ai pas besoin de les citer. C'est des pro-Gbagbo, c'est des pro-Ouattara, c'est des pro tout ce que vous voulez. Ce sont des Ivoiriens qui financent convergence. Convergence n'est financée ni par l'État de Côte d'Ivoire, ni par une institution, ni par une multinationale, ni par le secteur privé. Ce sont des Ivoiriens anonymes qui font ma communication gratuitement, qui me donnent un coup de main gratuitement et que je voudrais saluer ici publiquement. Qui ne sont pas forcément des partisans de Ouattara, qui ne sont pas forcément des gars du UDR, mais qui estiment qu'ils sont d'accord avec moi sur le fait qu'anti-Ivoiriens, il faut qu'on arrête les palabres. Donc voilà pour le financement de la convergence. Et le deuxième volet de la question, c'était sur le bilan et les actions réelles. Le bilan, vous pouvez... Moi, enfin, je souhaite ça, cette question, vous auriez dû la poser à quelqu'un d'autre, mais moi, je peux donner mon chose. Depuis que la convergence 2020 a organisé la rencontre entre les pro-Ouattara et les pro-Gbagbo ici, en 2014 à Paris, l'atmosphère s'est décrispée. C'est ce que moi j'ai constaté. Et depuis ce temps, il y a des pro-Gbagbo qui vont à Abidjan, qui se promènent, qui ne pouvaient pas se promener avant Abidjan. Et vous les connaissez, suivez mon regard. Donc, je pense que nous avons décrispé l'atmosphère et ici et en Europe. Depuis que nous avons initié, il faut avoir ce courage-là. Parce que, autant, quand je vais vers les pro-Gbagbo, les gens leur disent, mais pourquoi tu parles à Touré même? C'est un rebelle. Autant il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu parles aussi à ce sauvage-là? C'est des gens qui ne sont pas sérieux. Et moi, j'ai pris le risque au nom de la Côte d'Ivoire pour parler à tous les Ivoiriens. Je ne reçois d'ordre de personne, je parlerai à tous ceux qui veulent me parler et c'est ce que je fais. Est-ce que ça, les donateurs de cette structure voudraient rester dans l'anonymat? Vous êtes transparent vis-à-vis de ce que vous faites, on vous connaît pour ça. Vous taire leur nom pour ne pas que s'il y a un mélange des gens par rapport à la situation. C'est pas une affaire de transparence. Qui me donne un coup de main et qui n'attendent pas que je les paye et qui aiment mon affaire, que j'aime bien. Qui sont pas forcément il y en a des amis qui m'ont dit, nous on n'aime pas Alassane Ouattara, mais on aime ton affaire, on va t'aider. Là, ils dit, venez.
Non, moi, je n'ai pas de problème. Ce n'est pas une affaire de transparence, je ne dois pas à quelqu'un. Ce sont des amis qui m'aident. Et s'ils veulent eux-mêmes proposer qu'on dise leur nom, mais s'ils veulent rester dans l'anonymat, moi, je les laisse dans l'anonymat. Je leur dis merci, je suis reconnaissant. À l'aise. La convention 2020, c'est pour permettre aux Ivoiriens de converger ensemble vers l'émergence. Vers l'émergence. Parce que nous considérons au niveau de la convergence que le mot émergence doit faire l'objet d'un vaste consensus national. Donc nous demandons à tous les Ivoiriens, toute sensibilité, toute religion, toute conviction politique, de converger ensemble pour qu'on fasse de notre pays un pays émergent. Sinon, ça n'a aucune élection à l'échéance électorale 2020, parce que Ouattara nous a dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. Donc, pas de mélange, madame. Vous avez marqué un satisfecit, mais est-ce que vous pensez que le bilan est largement positif? Y a-t-il pas des points qu'il faille corriger? Y a-t-il pas des points négatifs sur ces bilans de 4 ans de gouvernance? Monsieur Franck Petit. Je vous connais, ça c'est votre travail. C'est-à-dire déceler les défaillances du président Ouattara. Moi, mon travail, c'est de vous dire ce qu'il a fait. Ça fait 4 ans, vous faites ce que vous faites là. Continuez, et nous, on vient d'arriver. On va équilibrer ça d'ici 2000. Ces questions que je voulais en venir. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas là pour caresser M. Ouattara dans le sens du poil. Aucun journaliste ne devrait le faire d'ailleurs, voilà, au nom de la déontologie. Et donc, vous voulez dire la vérité. Et c'est au nom de cette vérité que je vous demande. Quels sont les points que vous pensez que M. Ouattara devrait améliorer dans le cadre de sa gouvernance pour un second mandat? Ils sont sentis, dans le cadre du programme 2016-2020, il y a des actions à mettre en œuvre pour permettre à la majorité des Ivoiriens de profiter des fruits des exercices de M. Ouattara. Il vous appartient à vous de déceler les défaillances. Ce n'est pas mon travail, ça. Il ne faut pas inverser le rôle. Ça fait 4 ans, tu sais ce que vous dites, ça fait 4 ans sur la gouvernance de Ouattara. Alors aujourd'hui, tu me demandes quelles sont les défaillances. Moi, je n'en vois pas. C'est pour ça que j'ai fait la conférence pour vous montrer qui travaille. Donc, il vous appartient à vous de me dire quelles sont les défaillances de M. Ouattara pour que je prenne bonne note et je les lui transmette. Vous avez la parole. Molière, Radio Africana. Je voudrais, vous avez parlé des élections prochaines en Côte d'Ivoire. Il y a le problème foncier, le ministre l'a relevé, le DG l'a relevé également. Il y a aussi le problème des prisonniers politiques. Est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce que les cœurs sont apaisés pour aller aux élections? Je vous remercie. Bon, en Côte d'Ivoire... Mais l'Indien et le Liban ne pensent pas la même chose. Non, vous avez posé une question. D'abord, les conditions sont réunies pour qu'on aille aux élections. Moi, c'est mon avis. Voilà. Vous avez parlé des prisonniers politiques. De qui vous parlez? Je ne sais pas. Les prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire sont des prisonniers de guerre. Hubert Oulaï, c'est un prisonnier de guerre. Oui, c'est un prisonnier de guerre. Raphaël Dogo, c'est un prisonnier de guerre. C'est un prisonnier de guerre. Monsieur Monsieur Oro, vous m'avez posé que j'ai répondu. Justin quoi, c'est un prisonnier de guerre. Oui, pour écrire, c'est un prisonnier de guerre. Ok. Nous ne savons pas que Convergence 2020 identifiait Non, des il m'a- acteurs politiques qui sont emprisonnés comme des prisonniers de guerre. Moi, je suis Quelle surpris, guerre? je suis surpris que Convention 2020 me pose des questions sur les prisonniers de guerre. Nous posons des questions sur la gouvernance du président Alassane Ouattara. Oui. que Vous avez évoqué Oui. le thème. Oui, mais attendez. D'abord, Oro, ma conférence n'est pas axée sur les élections. Avec pour thème la gouvernance d'Alassane Ouattara. Non, c'était un bilan. Oui. Bon, qui n'a rien à voir avec les élections. Hein. On est d'accord, monsieur le président. Ça n'a rien à voir avec les élections. Donc, il sort du cadre de ma conférence. Il parle des prisonniers de guerre, il parle du foncier rural. Moi, je ne connais pas des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Je n'en connais pas. C'est pour ça qu'il dit que c'est des prisonniers de guerre. C'est ce que j'ai dit. Moi, pour vous poser la question de savoir si M. Hubert Oulaï, qui est un acteur politique, était un prisonnier de guerre, si Raphaël Dogo était un prisonnier de guerre, si Didier Bagnon était, Danon Didier était des prisonniers de guerre, quoi, je sais, tous étaient des prisonniers de guerre. Parce que pour vous, il n'existe pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Attendez. Vous évoquez que tous ceux qui sont prisonniers sont des prisonniers de guerre, si la Côte d'Ivoire était encore en situation de guerre et en situation d'exception. Moi, voilà ce que je veux souhaiter que vous dites. En Côte Répondez d'Ivoire... plutôt à la question que de souhaiter ce que je dis. Non, je vais répondre à la question. Merci. En Côte d'Ivoire, il y a des prisonniers. Il y a eu un effort important qui a été fait sur la libération des prisonniers et du gel des avoirs. Nous, à Convergence, nous souhaitons que plus d'efforts soient faits pour qu'on libère tous ces gens-là et pour qu'on aille à la normalité. Voilà, c'est ce que, dans ce tempo-là, je veux qu'on parte. Parce qu'il y a des prisonniers en Côte d'Ivoire, on ne peut pas aller aux élections. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Le ministre Gadio a dit ici carrément qu'il faut que chaque Ivoirien sache que la Côte d'Ivoire est plus grande que chacun d'entre nous. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont en prison, on ne peut pas aller aux élections. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi.
Mais je suis d'accord qu'il faut que plus d'efforts soient faits pour qu'on libère tous nos frères qui sont en prison. Je suis d'accord. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas rempli. Il y a eu une réforme foncière qui a été faite par le ministre de l'Agriculture qui actuellement donne des fruits, mais qui continue d'être mise en application sur le terrain. C'est la réforme foncière. Le problème foncier date depuis Fouboigny. Ça ne date même pas des Babou. Ça date depuis longtemps. Où on disait que la terre appartient à ceux qui la mettent en valeur. Tout le monde connaît les conséquences. Aujourd'hui, il y a des réformes qui ont été entreprises pour le foncier. Ça se passe nettement mieux. Et on doit. La loi de 98 qui a été votée au niveau du foncier n'a jamais été appliquée. C'est maintenant qu'on va l'appliquer. Il y a beaucoup de problèmes dans les fonciers. Ce n'est pas un problème léger comme ça, comme il l'évoque. Pour dire qu'il y a des problèmes fonciers, on perd aux élections. On perd aux élections. À cause du foncier des prisonniers, on perd aux élections. C'est quand le pays est peut-être divisé en deux, on perd aux élections. Mais ce n'est pas le cas. Non, mon confrère Jean Molière s'est tellement évoqué cette question parce qu'en Côte d'Ivoire, l'une des questions fondamentales qui ont suscité les crises, c'est la question du foncier rural. Et aujourd'hui, la question aussi des prisonniers et des exilés aussi, voilà pourquoi on va parler de l'apaisement des cœurs. Est-ce que toutes ces conditions-là ne peuvent pas être des éléments qui ne sont pas des éléments conflictuels? Voilà. Je ne crois pas, parce que le président de la République a fait des efforts dans tous ces domaines. Lorsqu'il a été élu, il a fait le tour des capitales africaines pour demander aux exilés de rentrer. Il y en a qui sont rentrés, il y en a qui sont encore restés. Au niveau des dégels des avoirs, beaucoup de choses ont été faites. Mais je dis, ça continue. Ce sont des sujets qui sont discutés dans le cadre du dialogue opposition-pouvoir. Mais on ne peut pas suspendre les élections à cause de ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je ne vois pas comment c'est possible. On ne peut pas. En ce moment, si les prisonniers restent là pendant 20 ans, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Pendant qu'on continue le processus électoral, on continue les négociations, le dialogue pour libérer les frères prisonniers. Ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Et les prisonniers de guerre et les prisonniers politiques. Non, c'est pas un débat important. Non, mais c'est vrai que c'est pas important, mais on a besoin de savoir. Non, mais c'est pas le thème. Mais je ne dis pas ça pour vous en mettre. C'est pas vous, les prisonniers de guerre, prisonniers c'est prisonniers. Il faut prier Dieu, ils vont sortir. C'est tout. En 2009, en Afrique du Sud, M. Ouattara a été fait candidat exceptionnel. En 2005. 2005, pardon. Il a été fait candidat exceptionnel. Par rapport à l'article 48, Oui, 48. Aujourd'hui, il est le président de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cet article-là, parce qu'on dit qu'il n'est pas ivoirien, on dit. Et c'est pour ça qu'il a été candidat de manière exceptionnelle. Parce que lui-même... T'as vu Thierry, je suis content que Thierry. C'est-à-dire... Qu'il soit déjà candidat. Non, c'est-à-dire, là en ce moment, je sors, c'est-à-dire que... Il y a une disposition constitutionnelle qui empêchait le candidat Alassane Ouattara d'être candidat en 2005. Et lors des discussions politiques, à Pretoria, le président Laurent Gbagbo, a pris un décret grâce à l'article 48 pour faire du candidat Alassane Ouattara et du candidat Henri Konan Bédié des candidats exceptionnels parce qu'ils étaient frappés, l'un par la limite d'âge et Alassane Ouattara par le défaut de citoyenneté ivoirienne. Aujourd'hui, est-ce que ce problème qui a existé en 2005, qui existe apparemment jusqu'à aujourd'hui, sera réglé par le même article 48 par Alassane Ouattara lui-même? C'est la question qu'il pose, si je ne m'abuse. Là, en ce moment, je sors mon manteau de la convergence. Parce que la convergence ne rentre pas dans ce genre de débat. C'est-à-dire l'enrôlement, l'éligibilité. C'est pour ça que j'ai dit j'enlève mon manteau. Puis je prends notre manteau maintenant. Je veux que les gens qui abordent ce sujet-là soient sages. Je ne peux pas... D'abord, je fais confiance au Conseil constitutionnel, parce que c'est cette juridiction-là qui valide les candidatures. Mais moi, ça n'engage que moi, ça n'engage pas la convergence. Et pour l'écrire, je ne sais pas comment, dans ce pays-là, Ouattara peut ne pas être candidat, je ne vois pas. Parce que ça vient de loin. M. Ouro, moi, je vais vous rafraîchir la mémoire rapidement. On a dit qu'il n'était pas ivoirien, ça n'a pas prospéré. On a dit qu'il ne pouvait pas être candidat, ça n'a pas prospéré. On dit qu'il ne peut pas faire campagne, ça n'a pas prospéré. On dit qu'il ne peut pas gagner l'élection, ça n'a pas prospéré. On dit qu'il ne peut pas diriger le pays là, ça n'a pas prospéré. Et ça, aujourd'hui, vous allez demander si Ouattara peut être candidat. Je vous remercie.